Bon bah bonjour à tous, voilà, on peut enfin commencer, hein, désolé pour les quelques minutes de retard. Alors vous êtes ici à la Bibliothèque nationale de France, à l'occasion de l'exposition Tolkien. Et aujourd'hui, on va faire une conférence avec 6 intervenants qui se sont déplacés exprès, qui ont traversé les grèves en plein week-end pour s'adresser à vous aujourd'hui. Donc cette conférence, elle est dédiée au jeu et particulièrement à l'innovation dans le monde du jeu. Outre le divertissement, on se demande ce que peuvent nous apporter les jeux dans l'apprentissage, les relations personnelles, interpersonnelles, le développement empathique, mais aussi la prise de décision, le raisonnement, la stratégie, mais aussi pour développer l'adresse et les réflexes. Quelle serait la nouvelle théorie des jeux finalement en 2020 sur le plan neuro-ergonomique, donc c'est les facilités d'apprentissage et les relations entre les êtres humains, mais aussi dans le monde de l'entreprise, donc pour le travail, le management, l'enseignement, la recherche, les sciences, les technologies, mais aussi le domaine scientifique, la médecine, la thérapie, et aussi d'autres sujets comme la prévention, la sécurité et la sensibilisation à des causes. Donc les jeux peuvent être présents vraiment partout. Donc aujourd'hui, on va accueillir, comme je l'ai dit, 5 intervenants en plus de moi-même. Donc on va parler un peu finance avec Anne Frisch qui va arriver immédiatement. Et juste après elle, on va avoir Philippe Lépinard qui va parler de l'éducation. Ensuite, on va enchaîner avec le monde de l'environnement avec Alexandre Duhart. Et puis, je vais enchaîner juste après lui et parler de tourisme ludique. Enfin, on va poursuivre avec Cédric Vasseur qui va nous parler d'intelligence artificielle et de robotique. Et pour conclure, on va parler émotion et réalité avec Fabrice Jouvenot. Voilà, je suis ravie d'être ici avec vous. Et puis, j'ai même déjà un cadeau, petit goodies offert d'une table de jeu là-bas. Donc, il y a une super ambiance ici. Et je vais vous parler des finances. Les finances, ça peut être ludique. Alors, ça marche en plus au milieu. Bien rester au milieu de l'écran, voilà. Alors, je reste bien au milieu de l'écran. Donc, je m'appelle Anne Frisch. Et je vais prendre mon texte quand même. Je ne sais pas tout par cœur. J'ai jamais eu peur des grands nombres. Plus là. J'ai jamais eu peur des grands nombres et c'est pour ça que j'ai étudié la finance et que je suis devenue directrice financière dans l'industrie. Alors, qu'est-ce qu'une directrice financière fait ici aujourd'hui? Surtout que j'ai travaillé, alors, petite télécommande là, dans des sociétés très techniques, pleines d'experts, dans un monde, on l'appelle, non, c'est pas le bon. Ah. Tiens bien le micro et le télécommande à l'endroit. Voilà. Voilà, la finance, le monde des affaires, c'est compliqué, c'est opaque. On dit. Je peux passer pour toi. Ouais, je veux bien. Moi, je veux bien parce que là, j'arrive pas là. La troisième main, je sais pas où elle est. Trop compliqué, opaque. On dit parfois, je sais pas si ceux d'entre vous qui connaissent l'expression, on dit c'est un monde VUCA. VUCA, ça veut dire volatile, incertain, complexe, ambigu. Et j'ai travaillé avec des experts techniques qui étaient très forts en résistance des structures, efficience énergétique, mais ils me disaient oh non, la finance, c'est trop compliqué, c'est pas intéressant, c'est opaque, c'est parfois même pas éthique, voilà. Et moi, ça me surprenait. Et donc, je passais du temps avec eux pour leur expliquer que c'était quand même plus simple que leur savant calcul technique et que ça pouvait même être utile parfois. Et je faisais surtout ça en tête-à-tête. Mais il y a des limites au tête-à-tête. Et donc, je suis passée sur le collectif. Collectif. Ouais. Voilà, collectif. Alors, j'ai commencé à construire des programmes de formation pour mes collègues et j'ai pensé aux jeux financiers de mon enfance, dans les années 70, quand j'étais petite. Voilà ce à quoi je jouais. C'était des jeux financiers, Monopoly, Richesse du Monde. Ben, c'est quand même un peu ringard aujourd'hui. Et puis, un beau jour, image suivante, j'ai découvert des simulations développées par une société suédoise qui s'appelle Selemi et qui a déjà formé des millions de personnes dans le monde entier. Et j'ai trouvé ça génial.
Et j'en ai fait ma nouvelle activité. Donc, je ne suis plus directrice financière, je suis prof et entrepreneuse de la formation, spécialiste de la formation à la finance et à la stratégie d'entreprise par les business games et les simulations. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe? Image suivante. Ça se passe comme ça. Vous voyez, on utilise un plateau, là j'en ai mis un, et des jetons comme cela, voilà, qui vont circuler, sauf que des jetons, il y en a beaucoup, il y en a 200. Donc un jeton, 1 million, 200 millions, ça fait quand même pas mal d'argent autour de la table. Et ça se passe en équipe, des équipes petites, donc en général 4 personnes par équipe, et puis des équipes les unes à côté des autres dans une grande salle. Image suivante. Ça peut être comme ça aussi, hein, comme à côté, là où il y a des jeux de rôle. Donc ça peut se passer comme ça. Et image suivante. Touc. Hop. Voilà, je peux vous dire qu'il y a un fort engagement des participants. Cette photo, c'est moi qui l'ai prise. C'était des commerciaux d'une société spécialisée dans la vente d'équipements médicaux. Et ils étaient en train de choisir quel client prioriser pour maximiser la valeur de l'entreprise. Donc, vraiment, ça rigolait bien. Là, c'était dans l'après-midi, après avoir fait toute la matinée aussi, un travail qui permet d'apprendre parce que, en plus de jouer, d'être en concurrence les uns avec les autres pour gagner, les gens apprennent vraiment et ils apprennent des choses. Voilà, si je vous les avais présentés comme ça, image suivante, toc, vous auriez peut-être trouvé ça pas très fun. Mais quand même, on démystifie le jargon financier. Et les participants apprennent vraiment comment marchent les finances d'une entreprise. Alors la simulation, image suivante, elle se déroule sur 3 années. Donc en une journée, on fait 3 années, hein, comme dans un jeu de rôle, et avec une activité différente pour chaque année. Donc par exemple, la première année, on apprend à gérer le business. Deuxième année, ensuite, il faut optimiser l'exploitation pour trouver les leviers d'amélioration de la performance. Ensuite, il faut être plus stratégique, choisir une stratégie de croissance. Et puis, ne pas oublier le cash, se focaliser sur le cash. Le cash dans une entreprise, c'est un peu comme l'oxygène pour un être vivant. C'est ce qui permet de vivre, de continuer, de fonctionner tous les jours. S'il n'y a pas de cash, l'entreprise, elle s'arrête. Voilà comment ça se passe. Alors, les principes pédagogiques derrière, très classiques. Hein, c'est ce qu'on appelle la pédagogie active. C'est pas moi qui l'ai inventé, ça fait plus de 100 ans que c'est connu. J'utilise les 4 phases du cycle d'apprentissage de Kolb, pour ceux qui font de la pédagogie qui connaissent. Donc, on commence par expérimenter par le jeu, mais il suffit pas de jouer. Il faut ensuite analyser ce qui s'est passé. C'est la phase d'observation réfléchie. Ensuite, on conceptualise, on généralise, on introduit tous les concepts financiers en particulier, et puis proposer des actions à tester dans le monde réel. Donc les participants, quand ils ont fait la formation, ils sortent avec des idées d'actions qu'ils vont pouvoir mener dans leur job, dans leurs entreprises, pour améliorer la performance, pour avoir plus de cash. C'est un apprentissage collaboratif, en peer-to-peer, les uns avec les autres. Je mixe les compétences, je mixe les métiers, les savoir-faire. En fait, les participants, ils apprennent plus les uns des autres autour de la table que de moi. Je suis une facilitatrice, un peu comme un maître de jeu, si vous voulez. Et la compétition, elle sert à stimuler, mais je ne perds pas de vue la phase réflexive. Ce que je veux apprendre, c'est ça que les participants viennent. D'abord, qu'est-ce que je veux apprendre, pourquoi je suis là. Ensuite, comment ça se passe dans le groupe. Et à la fin, qu'est-ce que j'ai appris. Donc cette phase réflexive, elle est très importante. C'est pas que le jeu quand même. Image suivante. Et il faut travailler aussi sur l'imaginaire. Donc scénariser. Alors scénariser, c'est les faire imaginer l'entreprise qui gère. Donc c'est pas l'entreprise dans laquelle ils travaillent, souvent c'est un peu décalé, c'est une autre entreprise à côté, un peu plus rigolote. Donc par exemple, là, je les avais fait travailler, je leur avais proposé 3 scénarios possibles. Une chaîne de salons de coiffure et de salons de barbier. Vous savez, c'est très à la mode, là, les barbiers. Il y a des belles barbes ici aujourd'hui, non? J'avais rénovation d'appartements
ou société d'avocats. Et puis mes équipes avaient choisi, alors ils s'étaient donné des noms d'animaux, hein, ça c'est rigolo, puis c'est pour moi aussi comme facilitatrice, parce que sinon j'arrive pas à me souvenir de qui est qui, donc c'est une bonne technique d'animation. Et sinon, dans les simulations, la scénarisation, il y a 2 trucs qui marchent à tous les coups, c'est la brasserie et la chocolaterie. Les gens, ils adorent. Alors la scénarisation, image suivante, parfois elle peut être un petit peu plus dramatique avec un jeu de rôle. Là, j'avais simulé l'intervention d'un fonds activiste à l'Assemblée générale d'actionnaires d'un constructeur automobile allemand. Voilà. C'est vrai, hein, la photo c'est vrai, je vous dis pas qui c'est, les questions c'est vrai, mais j'ai mis, comme c'est confidentiel, j'ai mis un carré bleu, voilà. Et c'est un peu chaud. Alors, image suivante, je vous fais faire un test rapide. Que voyez-vous? Vous avez 1 minute. Je vous gêne. Que voyez-vous? Alors, ceux qui l'ont déjà vu, ils disent rien. Il faudra me dire où tu l'as vu. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Quelqu'un veut dire quelque chose? Un visage. Un petit loup. Ah, la truffe, les yeux, un animal. Ouais, un animal. Autre chose? En général, on me dit une carte, voilà, un pays, une forêt, voilà. Alors, je vais vous donner un petit indice. Regardez bien, t'appuies une fois. Voilà, c'était pas un loup, c'était une vache. Et tu connaissais tu l'avais déjà vu? Ah, c'est pour ça, tu l'avais vu, d'accord. Voilà. Bon, pourquoi je vous montre ça? Parce que derrière, il y a un message. C'est quoi le message? Le message, c'est la vision globale. Une fois qu'on l'a vue et qu'on l'a compris, on ne la perd plus de vue. Là, vous la voyez toujours, la vache. Voilà. Et donc, c'est ça que je veux donner avec ce plateau, ces jetons qui représentent les finances, la gestion financière et tous les flux financiers et physiques d'une entreprise. Alors, image suivante. Tchouk, tchouk. Hop. Encore. On reste quoi? C'est à qui est-ce destiné? Donc cette formation, elle est destinée aux professionnels, aux experts qui travaillent dans des grandes entreprises ou dans des plus petites, à des entrepreneurs. Je travaille même avec des ONG qui ont aussi des problématiques financières et de ressources et de bonne gestion. C'est destiné aussi aux étudiants. Alors les étudiants, ils adorent les simulations. Et surtout, ils aimeraient bien qu'on leur remplace les cours de comptabilité et de finance, qui ne sont vraiment pas les cours qu'ils préfèrent, par des simulations. Tous les cours traditionnels les remplacer par des jeux. Mais il y a des freins quand même institutionnels forts. C'est pour ça que j'ai mis je trouve ça super, cette image du feu rouge, là, parce que chaque fois que j'ai proposé une simulation dans l'environnement d'une grande école, dans un programme classique, il y a tous les feux rouges qui s'allument. On me dit ah non, mais les cours, ils font 90 minutes, et puis on n'a pas de ressources, jamais de ressources pour l'innovation pédagogique. Hein. Voilà. Donc, ce qui fait que je travaille surtout dans des programmes de formation continue qui sont plus souples dans leur organisation. Tchoc, tchoc. Vas-y. Prochaine étape pour moi, c'est intégrer la finance dans une approche du développement durable et responsable des entreprises, mais toujours par le jeu. Parler d'économie circulaire, de développement durable et de finance, tout ça en même temps, en proposant des dilemmes stratégiques. Donc, je travaille en ce moment sur le développement d'un nouveau jeu de ce type pour élargir la prise de conscience, faire comprendre à tous que finance et développement durable, ça peut aller ensemble et pas toujours dans des sens opposés. Là, j'ai mis un exemple d'une société qui était dans la logistique pour faire comprendre un peu le type de réflexion qu'on a. Voilà. Image suivante. Donc, c'était ma petite présentation pour vous dire que ce qui m'anime, c'est de
partager mes connaissances, mais d'une façon ludique, donner du sens et garder l'esprit joueur. Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Duhart, je suis le fondateur de l'Eco Game Lab, qui est une agence de gamification basée à Lille, spécialisée dans l'environnement. J'accompagne des entreprises comme GECO, Decathlon, Aegis, et des collectivités, Amiens Métropole, la région Hauts-de-France par exemple, ainsi que des associations, pour les aider à réussir leurs projets grâce à la gamification. Et par réussir leur projet, ça veut dire engager leur cible. Alors, je vais vous parler, dans cette petite présentation de 15 minutes, d'environnement, de pourquoi on a du mal à passer à l'action, qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à s'engager malgré qu'on soit conscient qu'il y a des enjeux sur l'environnement. Et je vais vous présenter quelques solutions inspirées de la gamification. Donc, pourquoi c'est important? Je pense que vous le savez un petit peu tous. Il y a eu une étude fin 2019 commandée par l'ADEME qui montrait que 90% des citoyens français sont conscients qu'il y a des enjeux environnementaux actuellement. Et la moitié de ces 90% sont conscients que c'est des enjeux qui sont très importants. Malheureusement, malgré le fait d'être conscient sur ces enjeux environnementaux, on a tous du mal à passer à l'action. On a du mal à changer de comportement sur notre façon de se déplacer, on a du mal à réduire notre façon de consommer en général, sans parler de l'électricité, on a du mal à adapter notre façon de manger, malgré qu'on soit conscient qu'il y a des enjeux et que par exemple prendre la voiture ça pollue plus que prendre les transports en commun. En fait, c'est ce qu'on appelle le gap de l'intention à l'action. C'est le fait de ne pas réussir à transformer ses convictions en action, et on tombe tous en fait dans le panneau à divers degrés, et ça peut être à cause du contexte, ça peut être à cause du fait que notre cerveau ait tendance en fait à raisonner de façon plus instinctive que ce qu'on pourrait croire. Ça peut être du fait qu'on soit entouré par des personnes qui ont un comportement et qu'on ait tendance à s'inspirer en fait de ces comportements. Donc pour moi, la gamification, c'est un moyen de passer donc de cette intention à l'action. Pour présenter un peu plus la gamification, pour vous permettre, voilà, même si on va tous en parler dans l'après-midi, pour moi la gamification, c'est vraiment une méthode qui permet de s'inspirer des mécanismes ludiques qu'il y a dans les jeux et de les transposer à d'autres sujets. Donc ça peut être des processus, ça peut être des applications, ça peut être des formations. Et l'idée donc c'est vraiment de engager l'humain. Tout ça pour fidéliser par exemple sur des applications, pour motiver, pour former. Il y a vraiment plein d'usages. Mais la gamification, c'est vraiment une méthode. C'est pas une question de est-ce qu'il y a des points ou pas quelque part. Donc, quels sont les éléments qui sont à prendre dans les jeux? Qu'est-ce qui peut nous inspirer et qu'est-ce qui va faire que la gamification réussit? Alors, le terme gamification a été inventé par des personnes qui étaient plutôt dans le marketing, qui connaissaient finalement pas forcément énormément en termes de jeux, et qui se sont dit les jeux c'est engageant. Qu'est-ce qu'il y a qui est présent de façon assez unilatérale dans les jeux? Ah bah il y a les points, il y a les classements, il y a les badges. On va prendre ces éléments et on va les mettre sur d'autres sujets. Manque de peau, ça marche pas si bien que ça, et notamment ces questions de badge et de classement, finalement s'il y en a dans tous les jeux et qu'il y a des jeux qui sont bien et des jeux qui sont moins bien, c'est peut-être qu'il y a quelque chose d'un peu plus important que ça à aller chercher. C'est en fait des questions de design. Donc pour moi, des éléments qui sont importants à prendre dans les jeux, j'en ai listé quelques-uns, c'est par exemple le fait d'avoir des objectifs clairs, d'avoir des systèmes de progression, d'avoir de la narration. C'est juste quelques éléments, il n'y a pas de recette miracle de toute façon pour faire des jeux. L'idée, à chaque fois quand on fait ce genre d'outils ou de jeu, c'est vraiment se mettre à la place de l'utilisateur et créer du coup une expérience qui soit pensée pour lui. Dans la gamification, à force de travailler sur différents projets, j'ai essayé de trouver des éléments un petit peu communs qui puissent me permettre de mieux transmettre ces éléments-là à mes clients et mieux échanger avec eux, parce que c'est des sujets qu'ils ne maîtrisent pas. Donc je me suis retrouvé à créer 9 leviers d'engagement qui reposent sur des théories de changement de comportement, comme la théorie de l'autodétermination. Je vais malheureusement pas pouvoir détailler ces éléments, mais vous pouvez en avoir quelques-uns en exemple ici. Et généralement, quand je parle donc de ces 9 leviers d'engagement, on me demande, c'est très bien tout ça, mais est-ce qu'il faut tous les mettre en avant, par exemple dans une formation? Est-ce qu'il faut tous les travailler? Alors, effectivement, dans l'idéal, ce serait le cas, mais l'important, c'est vraiment de choisir les leviers d'engagement qui collent avec la cible qu'on a envie de toucher. Donc là, je vous donne un exemple pour illustrer ceci. Ici, on a 2 applications. Donc on a Nike Plus à droite, Zombie Run à gauche.
c'est 2 applications qui ont pour objectif d'inciter les gens à poursuivre leur pratique du running. Donc c'est 2 applications qui ont la même grande cible, la même grande vocation. En fait, ils ne s'adressent pas exactement aux mêmes personnes. À droite, on a Nike+, qui est du coup une application qui est plutôt pour les gens qui aiment bien courir, qui aiment bien progresser, qui ont envie de se challenger, qui ont envie du coup de se comparer à leurs amis, qui ont envie de voir leur progression. Donc c'est des fonctionnalités qui ont été mises en place dans l'application Nike+, et donc elles s'adressent à des personnes qui aiment bien le fait de courir. Zombie Run, qui est un petit peu moins connu en France, c'est une application qui a un fonctionnement un peu particulier. C'est-à-dire que quand on court, on a ses écouteurs sur les oreilles et on va entendre des histoires à base de zombies. Et finalement, quand on court, on va récolter des matériaux pour construire notre QG quand on ne court plus. On va entendre les zombies derrière nous si on court pas assez vite. En fait, c'est quelque chose qui est beaucoup plus basé sur la narration et qui est beaucoup plus basé sur le jeu de rôle. Et ça s'adresse du coup à des personnes qui ont envie de courir parce qu'ils pensent que c'est bien d'avoir une pratique sportive, que c'est sympa de courir parce qu'il y a une forêt à côté ou ce genre de choses. Mais c'est pas des personnes qui sont motivées par simplement le fait de courir. Du coup, on s'adresse à eux avec d'autres leviers de motivation. Donc c'est vraiment important de bien comprendre à qui on s'adresse, avant donc d'imaginer les leviers d'engagement. Alors, pardon, passe un petit peu vite. Donc la gamification pour changer le monde, l'idée c'est que la gamification va vraiment pouvoir transformer certaines idées et leur permettre d'atteindre leur potentiel. Et je vais parler de quelques exemples du coup, sur lesquels j'ai pu intervenir pour la plupart. Hop. Donc, la gamification. L'idée c'est donc de favoriser le passage à l'action. Le problème dans le passage à l'action, c'est que généralement on a déjà un comportement actuel qu'on fait, qu'on voudrait changer. Et généralement il y a 4 barrières qui sont présentes. La première c'est cela ne me concerne pas. La deuxième c'est les autres ne le font pas. La troisième, est-ce vraiment utile? Et finalement c'est compliqué, donc à chaque fois en fait c'est des barrières qui empêchent de changer le comportement. Et donc on va voir quelles sont les différentes façons de lever ces barrières. Donc par exemple, la première, c'est « je ne suis pas concerné ». Il y a quelques années, quand on a commencé à vraiment parler d'environnement, de problématiques du réchauffement climatique, souvent c'était des images un peu comme ça qu'on pouvait voir, donc un ours polaire, la banquise qui fond. Et en fait, on n'est effectivement pas concerné. La banquise, elle fond ok, super loin, à l'autre bout de la planète. On voit très rarement des ours polaires pour les quelques personnes qui vont dans des eaux. Finalement, ça nous concerne très peu. Donc ça ne nous incite pas à changer de comportement maintenant. Alors, pour lever cette barrière, par exemple, on peut chercher à donner du sens. Donc c'est ce que fait la fresque du climat. Je pense que de plus en plus de personnes connaissent la fresque du climat. C'est un atelier ludique sur 2-3 heures qui permet de reconstituer un petit peu une fresque en partant du départ en fait des causes du dérèglement climatique, et ça va permettre de créer des liens entre les différentes choses qu'on peut observer de nos jours, que ce soit par exemple la baisse de la biodiversité ou ce genre de choses. L'objectif donc c'est de sensibiliser les personnes et leur faire comprendre que si il y a vraiment en fait un lien entre ce qui se passe sur la banquise et notre vie de tous les jours. Un autre exemple pour donner du sens, et pour permettre aussi aux gens de s'approprier un peu ces sujets, c'est un atelier que j'ai créé pour Amiens Métropole sur la mobilité. L'idée, c'était de montrer qu'il y avait d'autres façons de se déplacer sur le territoire d'Amiens Métropole, et pour ça, on a créé une sorte de jeu de rôle simplifié où les gens doivent en équipe reconstituer les différents trajets que peuvent être pris par des personnages fictifs, donc on s'adresse pas directement à eux, parce que sinon forcément ça pourrait causer un peu des freins. Et donc ils reconstituent comme ça différents parcours types, et ils vont, en fonction des rôles en fait de leurs personnages, ils vont choisir quel est le mode de transport le plus adapté pour ces personnages-là. Donc c'est un truc qui marche très bien, et l'avantage de ces deux outils, c'est que on peut s'adresser à peu près n'importe quel type de personne. Il n'y a pas de contraintes par exemple sur le numérique qui pourrait faire que certaines personnes ont du mal à s'intégrer. Donc la deuxième barrière à lever, c'est les autres ne le font pas, ou dans certains cas les autres le font, pourquoi moi je changerais? En fait on a tendance à être inspiré de façon assez forte par les comportements des autres, par la norme sociale par exemple. Et dans certains cas, il y a des structures qui trouvent des solutions pour utiliser ce même levier, mais pour l'environnement. Donc c'est le cas par exemple de Famille Énergie Positive, qui était porté par l'association prioritaire jusqu'à il y a quelques années. C'est un challenge énergétique national en équipe pour baisser sa facture de 8% sur l'année. Généralement, les personnes arrivent à baisser leur facture d'environ 12%, ce qui représente quand même 200 €. Et le gros
le gros élément qui permet aux gens de s'engager dans ce challenge, en fait, c'est que c'est vraiment un challenge en équipe. Il y a un capitaine qui est formé, qui va du coup mobiliser son équipe, qui va créer des interactions. Il y a des temps conviviaux, à l'échelle des territoires qui mettent en place le défi Femmes et énergie positive. Et du coup, ça a permis de toucher plus de 45 000 personnes, 45 000 familles, donc à peu près 3 fois plus de personnes sur 12 ans. C'est vraiment moi ce challenge-là qui m'a permis de découvrir ce qu'était la gamification et comment l'appliquer, notamment de façon non numérique, sur pas mal de sujets. Alors dans les barrières à lever qui sont assez prenantes, il y a est-ce vraiment utile, notamment sur la question des déchets. Est-ce que c'est utile de trier si finalement ça finit dans le même sac quand la personne elle vient récolter les déchets? Est-ce que c'est utile de trier si ça finit en Afrique ou en Asie? Pour répondre à cette barrière, il faut parler en fait de progression, il faut aussi des feedbacks ou retours d'informations. Il faut que les personnes, quand elles agissent, elles puissent se rendre compte que leur acte a vraiment un impact. Et c'est ce que fait par exemple Lilo. Lilo, c'est un moteur de recherche qui, à chaque recherche, va compter une goutte. Et au bout d'un moment, on va pouvoir transformer ces gouttes en financement pour des projets à impact positif. Donc ce qui est super intéressant dans ce projet-là, alors vous avez des chiffres un petit peu pour vous donner un ordre d'idée de l'impact, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque recherche, on a vraiment un impact positif. Et on va pouvoir choisir quel projet on a envie de financer. C'est quelque chose qui nous a pas mal inspiré quand on a commencé à travailler pour Green Impact. Alors c'est une sorte de boutique d'échange de vêtements. L'idée c'est qu'on prend un abonnement dans la boutique et à tout moment on peut venir et on va échanger ses vêtements. Il faut savoir que le textile c'est une industrie qui a un impact environnemental vraiment super important. Pour vous donner une ordre d'idée, un jean c'est 7000 litres d'eau, donc c'est quand même assez important. Donc l'idée là c'est de permettre à des personnes qui avaient l'habitude, parce qu'elles n'étaient pas très sensibles à l'époque à l'environnement, elles avaient l'habitude de acheter des vêtements parce qu'ils étaient pas chers très régulièrement, et ben là ils peuvent continuer à avoir un comportement similaire, mais en réduisant leur impact environnemental. À la place de se dire un vêtement, paf, c'est 7000 litres d'eau, là c'est 7000 litres d'eau d'économiser parce que le vêtement du coup il a une nouvelle vie et il est réutilisé par d'autres personnes. Enfin, la quatrième barrière, c'est tout simplement c'est compliqué. Et c'est vrai que généralement quand on veut prendre un nouveau comportement, c'est assez compliqué. Typiquement, la voiture, c'est simple, elle est dans le garage, on prend la voiture, on part. C'est un peu plus compliqué de marcher, d'aller prendre le bus pour ensuite aller jusqu'à la gare, par exemple. C'est vrai. Du coup, pour lever cette barrière, un outil qui est super cool dans le développement durable, c'est les Sneaky Cards. C'est un jeu de cartes qui marche très bien, qui est aux États-Unis, qui est plutôt sur des actions à la base. Des actions voilà, dans la vie de tous les jours, et c'est quelqu'un dans la région des Hauts-de-France qui s'est dit mais en fait ce concept de jeu il est génial et j'ai envie d'en faire un sur les éco-gestes. Et il a réussi à monter un partenariat avec l'entreprise américaine pour développer donc cet outil. Donc le concept est super simple. Vous avez un deck de cartes, donc il y a 36 cartes, sur chaque carte il y a un challenge simple, par exemple je sais pas, vous êtes dans le supermarché, trouver le produit le plus local. Ah bah parfait, j'en ai pas. Ah c'est des sneaky cards classiques mais je pourrais vous montrer du coup. Il y a des challenges de toutes sortes qui sont simples à faire. Et ce qui est bien c'est que quand on a envie de s'engager dans une démarche environnementale, bah en fait il y a tellement de choses à faire qu'on sait pas où donner de la tête. Là, on prend une carte, on la réalise. Une fois qu'on l'a réalisée, on la passe à quelqu'un d'autre et la personne doit réaliser la carte à son tour. Donc c'est vraiment super simple, notamment quand vous recevez qu'une seule carte. Et ce qui est sympa, c'est qu'en plus, il y a une application qui vous permet de suivre où sont passées les cartes. Donc ça se trouve, la carte que vous avez eue il y a 2 mois, bah, maintenant, elle est dans une autre région. Peut-être dans un autre pays. Et ce qui est bien, c'est que ça marche vraiment avec tout le monde. Là, c'est une photo où j'anime un atelier avec des personnes d'une entreprise qui s'appelle Salty, pour leur faire découvrir justement ce jeu de cartes et leur faire créer une sorte de vague d'éco-responsabilité dans leur entreprise. Alors, voilà pour quelques exemples d'outils de gamification ou de jeux tout simplement qui permettent de résoudre des problématiques environnementales. Pour aller plus loin, pour permettre à tous de créer ce genre d'outils, parce que finalement vu qu'il y a énormément de thématiques à aborder, il faut pouvoir démultiplier ces outils. J'ai travaillé sur un jeu de cartes qui s'appelle les Gamificards, donc vous voyez des photos, qui permettent à n'importe qui en fait de créer des ateliers d'idéation et de générer des idées de gamification sur leur projet. Donc
Voici la fin de ma présentation. Pour moi, l'objectif dans les années à venir, c'est permettre vraiment à tout le monde de mieux comprendre ce qu'est la gamification, l'utilisation des jeux dans d'autres domaines que le ludique, et vraiment permettre à tous de s'approprier ces outils pour transformer les expériences, quel que soit le sujet d'ailleurs, pas forcément que dans l'environnement. Vous avez mes contacts si vous avez envie d'échanger, ce sera avec plaisir. Merci. Donc bonjour à tous, je vais essayer de lever un peu la voix parce qu'il y a beaucoup de brouhaha en fond. Bon bah écoutez, je vais me présenter pour commencer. J'ai eu un parcours relativement hétéroclite, mais un de mes cœurs de métier, c'est comment diffuser du contenu, quelle que soit sa forme, à travers de l'interaction du jeu et une expérience utilisateur, une expérience de visite, une expérience à vivre. Donc typiquement, j'ai été muséographe, muséologue, créateur d'expériences numériques en musée, etc. Pendant une dizaine d'années. Donc ça veut dire le parcours de visite, ça veut dire comment on rentre et comment on apprend quelque chose avec un public qui est très particulier. J'ai monté des événementiels, créé des festivals pendant plusieurs années, pareil, basés et centrés sur l'expérience utilisateur et le contenu. Et depuis à peu près 5 ans, je me concentre essentiellement sur l'immersion, l'interaction et la narration. Et comment avec ça on peut réussir à diffuser quelque chose. Ça peut être de la sensibilisation à la place des femmes en Inde, ou comment travailler sur l'écologie, ou comment fonctionne la physique quantique, ou peu importe. Et ça à travers un vaste spectre d'outils qui peuvent être numériques ou non numériques. Donc aujourd'hui je vais plutôt me concentrer sur le numérique, et donc du coup plutôt me concentrer sur qu'est-ce que l'immersion et qu'est-ce que l'émotion derrière. Je vais quasiment pas parler de jeu, même si le jeu est derrière tout ça et sous-jacent, et la définition du jeu, on pourra en reparler après en question, etc. Et je ne vais également pas me concentrer spécifiquement sur le contenu au départ, mais plus sur comment on peut vivre une expérience et avec des outils numériques. Donc du coup, qu'est-ce que l'immersion? On va commencer par ça, parce qu'il y a quand même pas mal de définitions derrière. Et pour ça, je vais m'appuyer sur le continuum de Milgram. Donc je ne connais pas votre niveau en connaissances numériques et techno-immersives, donc je reprends certaines bases, je vais enfoncer des portes ouvertes pour certains, mais c'est pas très grave. Donc le continuum de Milgram se dit qu'ici on a le côté réel, nous, là en ce moment dans une pièce, mais pas le réel au sens forcément de notre quotidien, qui peut être un réel reimaginé, on va en reparler, jusqu'au monde totalement virtuel où il n'y a plus de place pour le réel du tout. Donc typiquement, toute la partie réelle, ici là on est avec la FFJDR, donc tout ce qui est jeu de rôle grandeur nature, théâtre interactif, théâtre immersif, les punch drunk, etc. Ça on est en monde réel, on sait qu'on est dans un univers autre, on rentre dans un univers qui est vraiment très spécifique, on sait qu'on n'est pas dans notre quotidien, mais pas de numérique. Ensuite, il y a toute l'adaptation de ce genre d'outils-là, ou en tout cas d'expérience, avec du numérique, où on peut rentrer plein de choses, qui soient visibles ou non visibles. Ça peut être avec de l'Arduino, ça peut être avec des objets cachés, du RFID, des objets embarqués, de la robotique, de l'intelligence artificielle derrière, peu importe. Ici, c'est un exemple de cave, certainement 3D, parce qu'elle a un casque dessus, qui permet de se replonger dans une atmosphère. Donc ça, c'est un mélange entre les deux. Et à l'autre bout du spectre, ici, on a la réalité virtuelle, donc il y a un casque. On met le casque sur la tête et on rentre dans un monde où il n'y a absolument plus rien de réel à part vous-même, où vous pouvez avoir quelques outils, des contrôleurs ou autre interface, mais c'est de l'interface d'interaction, donc ce sont des contrôleurs. Dans ce spectre-là, entre les deux, on peut reprendre le réel et rajouter des objets virtuels. Donc ça, c'est ce que nous connaissons sous le nom de réalité augmentée. Le monde réel existe, l'objet virtuel vient se coller quelque part dans le monde réel, de manière artificielle ou non artificielle, ça dépend des technologies qu'il y a, avec téléphone, avec casque ou pas, ça c'est un des types. De l'autre côté, on peut aussi se dire, on prend le monde virtuel, donc les casques de réalité virtuelle, et on rajoute du réel à l'intérieur. Ce qu'on appelle la virtualité augmentée, ça veut dire, sur cet exemple, qui est un exemple tiré de The Void, qui est une des meilleures expériences de virtualité augmentée qu'il y a au monde, vous avez quelqu'un ici avec un casque de réalité virtuelle sur la tête, qui est traqué, on sait où est-ce qu'il est, et en dessous, voilà ce qu'il est en train de voir. Donc on transforme une simple surface où il n'y a rien en surface interactive sur laquelle on va pouvoir interagir, et on crée l'immersion par le fait qu'on rajoute des sens, typiquement le toucher, en plus de éventuellement du vent, la température, les sensations évidemment auditives, etc.
Donc tout ça dans le spectre de 1000 grammes, vous avez le réel d'un côté, on rajoute du virtuel, on a réalité augmentée, on rajoute du réel dans le monde virtuel, la virtualité augmentée, le monde virtuel, et tout ça, c'est ce qu'on appelle la réalité mixte à l'heure actuelle. Les termes changent sans arrêt, hein. Tous les 2 mois, on a un terme légèrement différent. Le dernier terme que je veux aborder, c'est le XR, qui est la réalité étendue, qui ressemble un peu à tout ce qu'on a eu avant. La réalité étendue, c'est au moment où on commence à avoir des objets virtuels qui interagissent entre eux sans que vous ayez besoin d'être là ou sans avoir d'interaction directe. Typiquement, un robot que vous pouvez avoir à la maison et qui va interagir avec un objet virtuel sur un mur, ou typiquement, ici, on l'aperçoit sur cette partie-là, vous avez un train avec sa distance, etc. Le train, lui, il n'est pas en train de communiquer avec vous, il est en train de communiquer avec un serveur, il communique avec le monde virtuel, il est en interaction avec. Donc ça, en gros, c'est l'avenir des mondes virtuels. On est dedans en plein pour ceux qui s'y intéressent. C'est en friche, on est en train d'avancer là-dessus. Donc la question, c'est quelle est notre place, nous, dans ces mondes virtuels? Je vais revenir après avoir parlé d'émotion, puisque c'est la question de présence, c'est comment on se rend compte qu'on est dans ces mondes-là. Mais d'abord, je fais une petite aparté émotion. Donc, je ne vais pas parler de narration, je disais, même si la narration est très proche de l'émotion, ou l'art est très proche de l'émotion selon comment on l'aborde. Ici, je vais faire plutôt quelque chose de plus général. Donc, on a un certain nombre de modèles théoriques sur les émotions. Là, il y a celui de vice-versa avec colère, peur, joie, dégoût et tristesse ici. Il y a des modèles à 6 émotions linéaires où on rajoute la surprise. Il y a des modèles à 2 dimensions. Il y a plein de modèles d'émotions différentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous un comportement physique et cognitif différent selon les stimuli qu'on a et donc les émotions qu'on a. Nos émotions sont créées par un certain nombre de facteurs, mais également elles déterminent nos choix et comment on va interagir. Et donc cette espèce de rebond qu'on a, on l'a sur 5 facteurs, ça dépend des modèles encore une fois. Donc typiquement la créativité, elle va nous créer une émotion, mais on va également utiliser nos émotions pour être créatif. La prise de décision, ce qu'on va décider pour la suite. Nos capacités mémorielles et ce qu'on arrive à se rappeler, la manière avec laquelle on se les rappelle, la mémoire, les interactions sociales, on n'interagit évidemment pas de la même manière selon avec qui on discute et selon nos émotions, et nos perceptions qui sont évidemment altérées par nos émotions. Là-dedans, si on regarde, les espaces immersifs dont je parlais avant se connectent à un certain nombre de points derrière, les perceptions évidemment, interaction sociale en partie, mémorisation forcément, prise de décision si on a des espaces immersifs interactifs, on va y revenir, et notamment le jeu, on est forcément dedans, et créativité potentiellement. Donc les émotions et les mondes virtuels sont naturellement connectés. Et donc il y a un certain nombre d'études qui sont là-dessus, qui permettent d'essayer de détecter quelles sont nos émotions dans les espaces virtuels. Donc ici, il y a je crois 5-6 modèles qui tournent pas mal en ce moment. Celui-là, c'est je me rappelle plus de nom. C'est le Neurodata Lab qui fait ça, mais il y en a un de Microsoft, il y en a plein évidemment qui se tirent la bourre là-dessus, qui est de l'analyse faciale sur notre expressivité pour déterminer une émotion, et donc du coup face à certains stimuli. Ces modèles-là sont très bien pour à grande échelle, lorsqu'on veut toucher une population complète et essayer de savoir comment ils réagissent. Dès qu'on veut faire des choses plus fines, on ne peut pas faire ça, donc ça c'est bien pour l'industrie. On est obligé d'aller prendre et capter ça de manière beaucoup plus fine, donc avec des électroencéphalogrammes, avec des électrocardiogrammes et un certain nombre d'autres capteurs, typiquement la sudation qu'on peut avoir également dessus, pour essayer de déterminer, nous, comment on réagit face à un environnement virtuel. Et parmi les exemples, je vous montre celui-ci. Donc Hive, c'est environnement virtuel immersif. Donc on met des gens dans un environnement virtuel avec 4 stimuli qui sont différents ici. C'est un axe, donc à gauche c'est une émotion négative, à droite une émotion positive, en haut une excitation assez forte, en bas une excitation plus faible. Et avec ces 4 environnements-là, typiquement ils ont pu tester, alors ça c'est un des exemples parmi tant d'autres sur les recherches sur les émotions et les mondes virtuels. Vous voyez clairement que ça fonctionne à peu près, en tout cas qu'au niveau visuel, nous immédiatement, celui-ci est quand même beaucoup moins attrayant que celui-ci. Ça a été confirmé. Celui-là marchait pas très bien dans cette expérience-là, mais peu importe, il y en a d'autres expériences sur lesquelles ça fonctionne bien. Donc en gros, la conclusion de tout ça, c'est que nos émotions, en tout cas, elles sont créées par les environnements virtuels. Je reviens à la notion de présence, ce que je disais tout à l'heure au niveau de l'immersion. Comment on a la notion de comment on est immergé à l'intérieur de quelque chose. Donc ça dépend, l'immersion dépend de notre capacité à se dire finalement c'est peut-être réel, on y croit, on est dedans. Donc ça veut dire la notion de présence, de comment moi je suis dedans. Donc là je vous ai mis à travers une image dont on n'a que faire, puisque c'est du Beat Saber, mais en tout cas
comment on arrive à se projeter à l'intérieur. Donc il y a un certain nombre de facteurs. Le premier, c'est l'interaction. Est-ce qu'on est capable de pouvoir interagir avec l'environnement comme on interagit dans notre réel au classique. Ensuite, on a nos perceptions et nos sens, donc visuels, auditifs, la stéréoscopie, voir en relief, la profondeur de champ, la grandeur, la définition du regard. Nos perceptions cognitives, comment on appréhende le monde et est-ce qu'on peut l'appréhender de manière logique, et évidemment l'espace, c'est-à-dire est-ce qu'on est capable de se déplacer dans ces environnements virtuels et donc les appréhender comme on apprendrait le monde réel. À partir de là, eh bien, la conclusion de tout ça, et de toutes les études jusqu'à présent vont là-dessus, qui est nos perceptions du monde virtuel sont identiques à nos perceptions du monde réel. En réalité, quand on vous met un casque de réalité virtuelle sur la tête, vous savez que vous êtes dans un monde virtuel, vous voyez encore des pixels, c'est pas exactement ça, et pourtant, votre cerveau, lui, va croire que c'est réel. Donc les mécanismes cérébraux qui sont derrière prennent ça pour du réel. Donc à partir de là, c'est-à-dire qu'on peut faire plein de choses. On peut faire évidemment de la gamification, apprendre des choses, donner des émotions, créer de l'art. On peut faire de la manipulation aussi évidemment. Mais en tout cas, on peut travailler sur le cerveau et c'est un terrain qui est en friche. Donc là-dessus, sur les 5 minutes qui me restent, je vais vous montrer quelques expériences qui répondent à tous ces critères-là et qui sont une sélection de ma part sur chacun, réalité augmentée, virtualité augmentée, etc., qui m'ont paru significatifs et dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Donc 5 expériences, certaines auxquelles j'ai participé ou que j'ai créées, d'autres qui sont absolument pas de moi mais que je connais bien. La première, c'est Spirited. Donc Spirited, c'est une expérience que j'avais développée en Angleterre il y a quelques années, qui est une expérience de réalité augmentée. On se déplace avec une tablette à la main dans un espace qui est vide pour réussir à voir ce qu'il y a à l'intérieur et découvrir le monde sous un autre environnement. Typiquement, rencontrer les anciens propriétaires, anciens habitants en tout cas, de la Queen's House, qui est un musée, un énorme musée anglais à Londres, où on pouvait revoir les fantômes qui étaient présents, les faire apparaître, interagir avec eux, et à travers leur histoire et leur narration, avoir une connivence avec eux et une connivence avec les personnes qui sont à côté de nous. Ça, c'est l'avantage de la réalité augmentée, c'est quand on a quelque chose à la main ou sur la tête, on voit le monde réel encore, et donc du coup on interagit avec les personnes qui sont autour, ce qui n'est pas toujours le cas en réalité virtuelle. Tout le principe de ça était donc basé sur l'émotion véhiculée entre les individus qui n'existent plus, mais qui sont des individus, des avatars virtuels, et les personnes qui sont dans la salle, qui eux sont des vraies personnes qui se déplacent à l'intérieur. Deuxième expérience qui est Exile to Home, qui est une expérience de virtualité augmentée. C'est un jeu pédagogique scientifique avec une partie, pour ceux qui connaissent Keep Talking and Nobody Explodes, c'est à l'instar de ce jeu-là, une partie dans le monde réel et physique en interaction avec quelqu'un qui est totalement dans un monde virtuel, mais physique également. C'est de la virtualité augmentée, tout ce qu'il voit, il peut le toucher et interagir avec. Donc on le projette sur la Lune, on garde des personnes qui sont sur Terre, et on fait interagir empathiquement des personnes qui sont bloquées quelque part sur la Lune avec des expériences scientifiques qui sont foireuses, qui sont en train de mettre en péril la base lunaire, des personnes qui sont sur Terre. Tout ça pour véhiculer évidemment des concepts scientifiques. Mais l'intérêt, nous, qu'on a là, c'est cette interaction qu'il y a entre le monde extérieur et le monde intérieur, et de créer du lien avec les personnes, et de ne pas laisser quelqu'un dans le monde virtuel tout seul, mais de réussir à créer ce lien empathique et cette asymétrie de jeu pour pouvoir transmettre de la connaissance. Troisième exemple, qui lui ne transmet pas de connaissances, qui est purement artistique, vous avez peut-être déjà vu, qui est une entreprise japonaise, s'appelle TeamLab, qui ont développé ce genre d'immersion large. Donc ça, ce sont des hives, vidéoprojection, tracking des personnes. C'est pas un tracking très rapide, mais ça fonctionne, en tout cas à grande échelle, et qui permet d'interagir avec une œuvre artistique. Donc ça a été à Londres et à Paris il y a quelques mois. Toutes les personnes qui rentrent là-dedans vous en reviendront pas tant avec l'interaction elle-même qu'ils ont faite, mais avec l'émotion qu'ils ont réussi et le lien qu'ils ont réussi à connecter avec ce qu'il y a autour. Avant-dernier exemple, The Key, donc Lion d'or de la Mostra de Venise de cette année dans la catégorie réalité virtuelle, fait par Céline Tricard, qui est un film en réalité virtuelle, dont le principe même du film, donc on vous met un casque sur la tête, vous vivez ce film-là, vous avez un contenu très fort que je ne révélerai pas, même si les médias, vous pouvez le trouver sur les médias, mais en tout cas il a eu le Lion d'or pas pour rien, parce que ça commence par une réalité virtuelle qui a l'air un peu onirique, et à la fin le contenu qui est diffusé est d'une intensité très forte, et qui touchera absolument tout le monde.
quand elle a exposé ça, typiquement sur la partie de Venise, il y a un avant, pendant, après, comme la plupart des jeux ou d'immersion, enfin en tout cas l'entrée, l'expérience et la sortie. Sur cette expérience-là, évidemment, toute la préparation, la mise en scène, la salle elle-même, vous rentrez dans le monde virtuel et lorsque vous enlevez le casque, vous vous retrouvez face à quelqu'un. Ce ne sera pas le cas évidemment si vous le testez chez vous un jour, mais en tout cas sur la présentation, qui est quelqu'un de physique en face de vous, qui était une des surprises de la Mostra et qui vient vous raconter et vous parler du sujet même du film que je ne vous révélerai pas. Et le dernier, c'est Machine to be Another, qui est un espèce d'ovni que j'aime beaucoup. J'ai pas mal travaillé sur ce genre de techniques également, qui sont des techniques qui sont, je sais pas comment on peut appeler ça, puisque en gros, quelqu'un a un casque de réalité virtuelle sur la tête, mais ce qu'il voit, ce n'est pas un monde virtuel, c'est un monde réel. Et typiquement dans l'expérience que vous avez là, vous avez un homme et une femme qui sont connectés l'un à l'autre, et elle est en train de regarder le corps qu'elle voit, mais le corps qu'elle voit est issu de cette caméra-là, et vice-versa. Donc les deux sont en train d'avoir swappé de corps, changé de corps, et s'imaginent à l'intérieur du corps de l'autre, et se voient dans le corps de l'autre. Ce genre de technique, Machine to be Another, a été utilisé de plein de manières différentes. Je trouve ça très poétique et très doux. Ça a permis de pouvoir faire danser des personnes handicapées en chaise roulante, ou pouvoir toucher leurs jambes qui n'ont plus amputées ou une malformation de naissance. Ça a permis de pouvoir parler de réfugiés, de se mettre à la place de personnes. Moi, j'ai des étudiantes qui avaient travaillé avec cette technologie-là une fois pour pouvoir se retransmettre, se transposer dans le corps d'une femme au moment d'un examen gynécologique face au médecin et ensuite lors de l'examen, ce qui moi, homme, n'ai jamais vécu, et pour pouvoir parler des différences qu'il y a autour de ça. Donc c'est quelque chose qui est très bien éthiquement pour pouvoir transposer. L'émotion, elle est le cœur du protocole qu'il y a derrière Machine to be Another, et je ne peux que le recommander. Et moi j'ai travaillé ces derniers mois sur une transposition de cette technologie pour ceux qui connaissent Time Stories, pour faire un Time Stories live où on peut venir d'un seul coup créer en live une interaction de type Time Stories. On voyage dans le temps, on interagit avec des vraies personnes et ensuite on peut recommencer. Donc voilà pour balayer globalement tout ça. Si vous avez des questions à la fin, je suis évidemment disponible pour ça. N'hésitez surtout pas et merci beaucoup de votre attention. Bonjour à tous et à toutes. Alors, ça fait bizarre effectivement de ne pas s'entendre la voix amplifiée. Est-ce que tout le monde m'entend? Est-ce que je peux, là, même là, à côté des portes et tout ça, c'est bien, c'est bien. Un petit peu par là aussi, ça va, le monsieur avec la casquette là-bas? C'est bon. C'est pas une casquette, pardon, je vois pas très bien. Un bob? D'accord. Très bien. Alors aujourd'hui, effectivement, on va parler intelligence artificielle, robotique, escape game et ludopédagogie et magie. Donc, ce qui fait beaucoup de choses. Comment on peut mélanger tout ça? Alors déjà, pour me présenter, je suis formateur, conférencier. Et il faut que je recule pour pouvoir avoir le visage. C'est parfait comme ça, là. Page 42, la Redoute. C'est bon? Voilà. Je suis formateur, conférencier, chroniqueur spécialisé dans les nouvelles technologies. Mon travail, mon cœur de métier, c'est l'intelligence artificielle et la robotique. J'anime des conférences et des séminaires partout en France, je peux même dire en Europe, depuis plusieurs années. Je suis l'auteur de nombreux projets. Je suis passé notamment au Sénat, à l'Assemblée nationale. Je suis assez fier d'une IA que j'ai développée qui apprend à programmer par elle-même, de créer son propre code. Vous pourrez retrouver des choses, je vous mettrai les liens tout à l'heure. Et ça fait plus de 15 ans maintenant que je travaille dans le monde de l'industrie du logiciel, de l'intelligence artificielle et de la robotique. Je vous la fais courte, vous pourrez retrouver tout ça après. Pouf. Et aujourd'hui, je vais me confier un tout petit peu à vous. Vous allez rentrer un peu dans les coulisses, dans les backstage de comment je travaille. Alors, ici, vous avez différentes inspirations, des choses, l'art oratoire, le noble art, le 7e art. Est-ce que vous les connaissez un petit peu? L'art oratoire, bon, ça va, on est en train de parler, vous comprenez un petit peu ce que c'est. Le 7e art, c'est quoi le 7e art? C'est le... Attention, vous êtes chronométré, j'ai pas entendu. Cinéma, d'accord. Et il paraît que vous êtes joueur, hein, quand même JDR et tout ça, j'attends un plus au taquet. Attention, et le noble art? Oh, très bien, très bien. Qui c'est qui a répondu? Un bon point pour monsieur là-bas. Et il y a un art dans tout ça qui est au-dessus du lot, oui, qui a vraiment beaucoup de choses à dire, qu'on appelle la reine des arts, donc qui serait au-dessus, qui arriverait à inclure tout ça. Et pour vous, la reine des arts, qu'est-ce que ça serait? Vous connaissez peut-être la réponse? C'est ce qu'on appelle pudiquement la magie, l'illusionnisme. Alors pourquoi on appelle ça la magie? Mais effectivement, on peut se dire que lorsqu'on est face à une œuvre d'art, un dessin, un tableau, etc., on va dire oh, c'est magique, il y a l'inspiration qui vient avec. Voilà, il y a toute une explication un peu longue de pourquoi. Le pourquoi du comment, ça s'appelle comme ça. Mais la magie, dans mon travail de conférencier, de formateur, m'inspire énormément.
Alors, je vous donne quelques noms de magiciens que j'apprécie particulièrement, notamment Darren Brown, Juan Tamariz, Dave Vernon qu'on appelait aussi le professeur d'ailleurs. Et vous pouvez retrouver Bernard Billis, je ne sais pas si ce nom-là vous dit quelque chose, David Copperfield et Jean-Eugène Robert Houdin. Comment ne pas l'oublier? Vous avez Jean-Eugène Robert Houdin et certains vont le confondre avec Houdini. À l'époque, on utilisait souvent des noms plutôt italiens pour faire genre. Maintenant, c'est plutôt américain. Voilà, mais il ne faut pas confondre les deux. Alors, voilà. Alors, pourquoi aujourd'hui on parle de ludopédagogie, de formation, comment on peut rendre les choses un tout petit peu plus fun. Voilà, moi notamment dans l'histoire de... Alors ça, c'est un extrait d'une formation que je donne, notamment en robotique et en intelligence artificielle, avec quelques dates. Et je reviens par exemple à l'Égypte antique. Alors pourquoi déjà je fais un petit historique de la robotique et de l'IA. Il y a plusieurs raisons à ça, parce que souvent, il y a des angoisses, des inquiétudes. Voilà, est-ce que la machine va nous remplacer? Est-ce que l'IA va tuer mon emploi demain, etc. Et finalement, quand on revient jusqu'à l'Égypte antique, pour expliquer que ça existait déjà, la domotique, tout ça, ça rassure un petit peu les gens. Ah, ça existait déjà, et puis mon grand-père y travaillait. Donc voilà, c'est une façon de faire, en tout cas, pour pouvoir rassurer les gens et rajouter un petit peu de magie. Dans cet ensemble-là, il y a quand même quelques magiciens. Je parle, par exemple, du turc mécanique, je parle du canard de Vaucanson et tout ça. J'arrive à inclure discrètement, petit à petit, de la magie dans toutes les conférences et les formations que je fais. Et ça, ils ne le savent pas forcément du premier coup. Ensuite, j'essaye aussi, voilà, dans mes formations, de rendre accessible l'inaccessible. Alors là, attention, pareil, il faut être... Je vais afficher une petite formule de mathématiques et je vais voir si ça inspire quelques-uns. Voilà, attention, vous avez quelques secondes. Est-ce que vous travaillez... Alors, je vois... Est-ce que certains connaissent cette petite formule mathématique? Alors, je vois qu'il n'y a que monsieur qui ne lève pas la main. Tout le monde derrière a levé la main, monsieur. Hein. Non, je plaisante. Voilà, donc je vois que vous ne connaissez pas. Ça s'appelle le Rotman's Career Prediction Error. Et si vous ouvrez ou si vous vous intéressez à l'intelligence artificielle, dans les premières pages, en général, vous allez trouver cette petite formule-là. C'est imbuvable. Ça peut bloquer les gens. Ça peut... Voilà, qu'est-ce que c'est que cette horreur-là? Et moi, j'arrive à expliquer la même chose avec une petite cible et des fléchettes. Vous envoyez votre petite fléchette sur la cible. Vous mesurez la distance qu'il y a entre l'objectif et les prédictions que vous avez réalisées, la petite distance, voilà, combien de centimètres, et vous obtenez exactement la même chose. Voilà. Souvent, dans les livres qui sont orientés pour les mathématiques, pour l'IA et tout ça, on oublie aussi le grand public, le chef de projet, la personne qui veut s'intéresser à ça, mais sous un angle un petit peu ludique, et simplifier les choses, ça rend les gens heureux, donc j'essaye de rendre les gens heureux, en tout cas pendant mes formations. Autre exemple aussi de comment on peut rendre des choses un petit peu plus rigolotes. Dans beaucoup de formations, on va parler par exemple d'agents intelligents avec des petits points rouges et des petits points verts, et puis on essaye d'optimiser la chose. Donc ça, c'est un vrai exemple aussi d'un exercice que je donne, sur lequel on va essayer de trouver, par exemple, on va essayer d'éviter les petits points verts en fait se déplacent et on va essayer d'éviter les petits points rouges, etc. C'est pas très passionnant. Et en changeant juste un tout petit peu ça, et on va parler cette fois-ci d'une nuée de drones virtuels avec des petites images de drones qui se déplacent dans tous les sens. Alors je travaille aussi sur une version 3D de tout ça, et on voit tout de suite que la motivation monte à 200%. Et oui, on a mesuré, c'est très très précis, ça fait au moins 200%. Ensuite, un exemple aussi, voilà, vous avez souvent des PowerPoint. Alors, je n'entrerai pas dans les détails de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, hein, je vous fais confiance, vous connaissez tous ça par cœur. Voilà, on peut comprendre ce qu'est l'IA, le machine learning, le deep learning en regardant cette petite diapo-là. Et bon, c'est très sympa, c'est une diapo PowerPoint, mais ça ne va pas impliquer directement la personne à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Comment on peut permettre à la personne de s'immerger dans l'intelligence artificielle? Je vous le donne en mille, grâce à la réalité virtuelle. Vous avez ici une des premières, peut-être la première salle de formation virtuelle. Vous retrouverez ça sur mon site internet. Vous mettez un petit casque. Je vois que même le caméraman est intéressé, vient de prendre une photo. Donc pour vous dire comme c'est intéressant. Et vous pouvez, en quelques minutes, c'est une expérience qui dure 2 minutes. Et au lieu d'avoir cette petite diapositive que j'ai montrée avant, là, vous rentrez dans des cubes, etc. Vous voyez votre réseau de neurones prendre vie devant vous et vous laissez ébobir par l'intelligence artificielle. Et enfin, voilà, pendant les formations, alors souvent les séminaires ou des choses comme ça, on peut manquer d'interactivité. Vous êtes devant des groupes, moi, de 100, 200, 300 personnes, et on va essayer de rajouter un petit peu d'interactivité, parce que voilà, rester assis toute la journée, c'est un petit peu enquiquinant, et on a besoin de bouger, etc. Et notamment sur un séminaire en robotique, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez rigolo, ça a bien marché, ça a son petit succès. C'est un escape game ludopédagogique. Qu'est-ce que c'est? Voilà, vous avez quelques minutes, enfin 2 heures exactement, en 2 fois 1 heure, pour pouvoir résoudre un maximum d'énigmes qui sont présentées en faisant du codage, en faisant de l'électronique, en câblant un petit peu tout ça, et espérer pouvoir sortir de la pièce vivant. En général, ils sortent, ne vous inquiétez pas.
Alors pourquoi Bipscap Game? En tout cas, pourquoi utiliser ce genre d'outils? Ben voilà, c'est pour apprendre, comme j'ai dit, de la programmation, le codage électronique, le câblage, les connectivités sans fil et tout ça. Ben, c'est des termes qui sont un peu virtuels, en tout cas dans une formation traditionnelle. Et là, vous pouvez vraiment mettre la main à la pâte en vous amusant. Et chaque exercice a une explication pédagogique. C'est pourquoi est-ce qu'on est en train de déplacer ce petit câble-là? Ah, ça me permet d'apprendre ceci, cela. La ludopédagogie, bon, on en parle depuis tout à l'heure. Voilà les grands points, en tout cas, pour revenir un petit peu dessus. Avant tout, quand vous voulez créer une expérience ludopédagogique, c'est savoir et définir les objectifs pédagogiques. Est-ce qu'on est en train d'apprendre quelque chose? Oui, quoi, comment? Il faut que ça soit ludique, parce que si c'est pas ludique, c'est plus forcément de la ludopédagogie. Surprenant, avec de la magie et tout ça, on arrive à faire des choses assez rigolotes. Clair, il faut s'interroger aussi dessus. Pourquoi faire ça? Se faire plaisir, se confronter à la réalité. Et un dernier point très très important, c'est que ça prend du temps, l'air de rien, de créer tous ces petits robots, ces petits caps, ces petites énigmes. Et voilà, il faut savoir prendre le temps et puis être passionné un petit peu par ce qu'on fait. Du coup, on ne compte pas son temps. Et je vous propose, est-ce qu'on est dans le timing? J'ai le temps. Ah, bon, attendez, je vais prendre mon temps. Alors voilà, on va rester cool. Je propose un dernier petit tour. J'ai ici une petite expérience. Alors, je vais avoir besoin de quelques-uns d'entre vous. Alors, c'est une petite expérience sur laquelle je vais parler de quantique. Il va falloir quelques secondes que j'enlève ce petit micro de la bouche parce que ça va être très, très compliqué sinon. Et je vais vous montrer, on va parler d'intrication quantique. À moins que quelqu'un puisse me tenir le micro. Je fais la... Voilà, très bien. Et j'aurais besoin d'une personne aussi qui va avoir un rôle exceptionnel. Monsieur, est-ce que vous pouvez venir? Est-ce que vous avez tout? Voilà, est-ce que vous... Ouais, un minimum. Est-ce que l'un d'entre vous peut vous lever? Ah, c'est super. Alors voilà, il va falloir juste mettre les mains comme ça. Ça va être le rôle de votre vie. Vous allez jouer le rôle de la table basse. Très bien. Et j'aurais besoin d'un ou d'une spectatrice qui vient ici. Et je vois qu'il y en a deux qui se cachent. Non, pas moi. Oui, toi. Alors je sais pas qui. Alors, je sens que vous avez envie de vous lever. Je sens que vous avez envie de vous lever. Debout et marche. Ah, super. Voilà, très bien. Ah, mais moi, j'ai toujours besoin de m'entourer de beaucoup de gens quand je fais un truc. 3. Bon, on peut rajouter quelques personnes. Alors voilà, vous savez qu'actuellement, c'est ce qu'on appelle... Il y a une exposition. C'est exposition quoi à côté? L'exposition... Ah ben, vous êtes un petit... Tolkien. Et le Tolkien, il est très célèbre parce qu'il a créé notamment le Seigneur des Anneaux. Alors justement, j'ai les accessoires ici. Alors c'est bien le Seigneur des Anneaux. Voici un... Très bien. Je vais vous demander de le tenir ici. Très bien. Et je vais vous demander, alors je vais en prendre quelques autres aussi, de les assembler, ces anneaux. Voilà, attention, ne faites pas comme si vous étiez filmé en temps réel, donc vous avez toute votre famille qui est en train de vous regarder, vous avez tout un tas de spectateurs et vous devez faire ça le plus rapidement possible. Voilà, allez-y. Et puis pendant ce temps-là, je vais demander à monsieur la table basse de tendre ses mains. Non, plutôt comme ça, comme une obole. Voilà, très bien. Voilà. Est-ce qu'une fois que vous avez terminé ces deux anneaux, hop, là, ici, vous avez encore tout ça à assembler? Vous sentez le courage? Non. Vous êtes sûr? Bon, alors laissez, je vous enquiquine un petit peu. Gardez bien les anneaux. Et j'ai demandé à monsieur Ikea de rester ici. Voilà, très bien. Est-ce que vous pouvez remettre tout à l'intérieur? Voilà, je suis très, très embêtant. Vous pouvez regarder, il n'y a rien d'autre à l'intérieur. Hein, très bien. Et je vais prendre juste ces deux petites choses-là ici. Très bien. Et je vais vous demander de prendre un des deux rubans, celui que vous voulez. Vous vous sentez forcé? Je vous le mette à l'intérieur. Jetez-le dedans. Oui. Hop, vous voyez, il n'y a rien de spécial, il n'y a pas de lapin. Bon, très bien. Et avec tout ça, on peut vérifier. J'ai juste besoin de mon petit assistant qui va être utile. Là, et là, vous voyez, il s'est passé quelque chose? C'est pas terrible. Hein, parce que j'ai besoin de mon assistant. Hop, et là, mon assistant va essayer de faire quelque chose. Alors, on parle tout à l'heure de quantique. Je parlais d'intrication quantique. Imaginez que vous arrivez à voir ce qu'on appelle exactement intrication quantique. Quand je vous dis intrication, ça vous fait penser à quoi? À des anneaux qui s'assemblent. Très bien. Et vous pensez que c'est possible? Est-ce que vous pouvez juste... Ah, attendez, avant que ça se passe, tenir ce bout-là, tenez-le bien. Voilà. Je pense que mon assistant a terminé là. Ah là, voilà. Alors ça, c'est ce qu'on peut appeler de l'intrication quantique. Déjà, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Alors attendez, je vais aller jusqu'au bout quand même, parce que vous savez que le quantique, c'est aussi un univers dans lequel les choses se passent instantanément. Est-ce que d'après vous, il est possible également de faire voyager cet anneau... Attendez, je vais prendre cet anneau ici. Celui-là, le faire déplacer ici instantanément. Attention. Hop. Voilà. Bon, un petit peu d'humour, hein, vous vous souvenez de la positive PowerPoint avant. Alors là, je ne sais pas si la caméra va bien filmer. Vous voyez bien la chaîne? Très bien. Mais imaginez que maintenant, on ait l'esprit de David Copperfield ou de qui vous voulez, qui arrive à m'aider un petit peu dans ce tour et qu'on arrive vraiment à voir l'anneau se déplacer. Qu'est-ce que vous faites? Tout de suite, vous prenez un abonnement à toutes les conférences ou les séminaires que j'anime. Oui. C'est noté. Attention, regardez bien. Et qu'est-ce que vous avez vu? Je peux recommencer.
Ah, attendez. Ah non, ça ne fonctionne qu'une seule fois. Ici, voilà. Attention, cet anneau-là va se déplacer ici. Là, je pense que vous êtes bonne pour un abonnement. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'ai encore une autre petite diapo à faire. Vous pouvez les applaudir bien fort, monsieur Ikea, madame la microteuse, et puis mademoiselle. Vous avez joué un rôle. Non, mais en fait, on s'est entraîné pendant 3 mois. Vous ne pouvez pas savoir comme c'était compliqué. Hein. Ah là là. Et voilà, du dernier diapositive, c'est pour retrouver un petit peu tout ce que je fais. Vous pouvez aller... ah oui, on a une petite vidéo aussi de l'Escape Game, avec une petite musique entêtante que des experts en communication raffolent. Et je vous laisse quelques secondes de vidéo. Voilà, il s'agit de l'expérience dont je vous ai parlé. Donc ça tient dans une énorme valise qui peut se déplacer partout en Europe. Vous avez des petits robots, des robots suiveurs de ligne, des robots qui sont des mini-véhicules autonomes. Vous avez aussi des robots sphères, des bras robotiques qui sont programmables, pilotables à distance. Et avec tout ça, en temps limité, vous devez essayer de résoudre des énigmes le plus rapidement possible. Je vois que Diane n'aime pas trop ma petite musique. Voilà. Et en tout cas, voilà, c'est une petite présentation de mon expérience pseudo-pédagogique. Et je vais revenir sur peut-être les diapositives à la fin de cette magnifique vidéo. Bipscape Game. Ah oui, il y a des bips partout dans tout ce que je fais. Hein. Voilà. Alors Diane aime tellement finalement qu'elle va relancer la vidéo. Non. On va attendre la petite mise à jour d'Avast. Voilà, vous pouvez retrouver un petit peu tout ce que je fais sur les réseaux sociaux pour savoir où je passe, où, quand, quoi, comment. Et pour les plus modernes d'entre vous, hop, un petit coup de flash et vous pouvez retrouver mon site internet et me poser toutes les questions que vous voulez. D'ailleurs, je suis encore à votre disposition s'il reste encore quelques instants pour pouvoir échanger. On me dit que oui. Donc voilà, maintenant on passe à 45 minutes, 1 heure de questions-réponses. J'attends vos questions et vos réponses aussi, parce que si vous n'avez pas de questions, je vous pose des questions pour le coup. Avez-vous des questions? Monsieur, oui, pardon. Alors, les séances d'Escape Game, est-ce que c'est sur demande? Alors, oui. Alors, je travaille avec des partenaires sur des séminaires en robotique. Il suffit de me contacter, je peux donner les dates. Et pendant ces séminaires-là, certains, la plupart d'entre eux, il y a l'expérience d'Escape Game qui est proposée. Et après, sinon, il suffit de me contacter, me dire, tiens, je ne savais pas quoi faire de ce week-end. Est-ce qu'il est possible de m'enfermer à clé et d'essayer de résoudre tout ça pour en sortir? Pourquoi pas, tout est possible. Y a-t-il d'autres questions? Non. Bah écoutez, oui, Alors, oui, c'est de la magie. En fait, pourquoi j'utilise ça? Ça permet un petit peu de détendre l'atmosphère. Ça permet d'associer des mots-clés aussi lorsque la personne est en train de parler, par exemple, d'intrication, etc. L'air de rien, c'est un mot après qui va rester en tête assez longtemps. Voilà, c'est un petit exemple que j'ai montré. Je n'ai pas le temps de développer exactement toute l'histoire qu'il y a derrière, mais c'est un exemple de choses. Je ne suis pas le seul ni le dernier formateur à utiliser un peu de magie dans ce qu'il fait. Mais voilà, il y a aussi le côté magique aussi dans les formations. Quand vous apprenez à faire quelque chose, la première fois, ça ne marche pas très bien, et la deuxième fois, ça marche. C'est magique, etc. Et cette sensation-là est très importante aussi en formation et peut être multipliée par un vrai tour de magie notamment. Ça peut permettre d'associer des mots-clés, ça peut permettre de mieux mémoriser des choses, permettre d'étendre aussi un petit peu l'atmosphère. Voilà, en formation, en tout cas, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Voilà, encore, il faut travailler. Hein, ça se fait pas. Voilà, il faut avoir les petits accessoires, il faut avoir tout ce qu'il faut et puis un petit peu de talent et puis voilà, après ça roule. Y a-t-il d'autres questions? Non? Bah écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie beaucoup Diane d'avoir organisé cet événement avec l'association GDR. Et je laisse le suivant. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Alors tout d'abord, merci beaucoup à Diane pour m'avoir invité et présenté un petit peu mes travaux de recherche. Et puis à David, je ne sais pas s'il est ici, de la Fédération française de JDR, pour l'organisation de ce séminaire, mais aussi bien plus, hein, puisque y a un petit article grâce à vous aussi qui vient de sortir sur JDR Mag, sur notamment dans la partie aspirine, sur les travaux que je veux vous présenter. Alors moi, donc, je suis maître de conférence à l'Université Paris-Est-Créteil. Je suis en sciences de gestion, mais vous allez voir que la majorité des travaux là peuvent se transposer dans
dans d'autres disciplines. Alors moi, il n'y aura pas de magie. On est plutôt dans le rationnel, justement, puisque j'essaie de vous montrer des résultats scientifiques qui ont été validés. Oui, qui ont été validés déjà lors des protocoles, mais aussi puisqu'ils ont fait office, enfin, il y a eu plusieurs communications qui ont été évaluées par les pairs. Alors, rapidement, on a identifié dans nos pratiques de recherche 9 techniques ludopédagogiques. Vous allez voir qu'on a beaucoup parlé gamification. C'est surprenant que le mot serious game soit pas sorti, serious gaming, etc. Vous allez voir que dans la ludopédagogie, eh bien, on arrive à un petit peu catégoriser et on a identifié 9 techniques. Le serious game n'étant qu'une des techniques et la gamification 2 des autres techniques. Donc là, j'espère que vous posez la question, mais quelles sont les autres techniques? Alors, tout d'abord, tout ça se passe au sein d'un laboratoire de recherche, donc l'Institut de recherche en gestion. Dans ce laboratoire de recherche, vous avez une équipe, donc Maca Management, qui travaille sur toutes les méthodes alternatives aux sciences de gestion, à l'apprentissage, à l'enseignement des sciences de gestion. Donc, certains collègues travaillent sur les méthodes artistiques et moi, donc, sur la ludopédagogie. Et puis, au sein de... vous voyez, c'est imbriqué, c'est les poupées russes. Hein, au sein de ce groupe de recherche, on a conçu en 2015, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, un Fab Lab, le GameX Lab, où on expérimente avec des étudiants, in situ, avec des vrais étudiants. Toutes les photos que je vais vous montrer sont faites avec des vrais étudiants en cours, donc où on expérimente ces travaux. Donc on a une magnifique ludothèque avec plus de 100 ouvrages de JDR d'ailleurs, et donc ce lieu sert à expérimenter. Et il y a même une photo de Diane, peut-être que tu te rappelleras de cette session de ton jeu. Alors attends, je suis allé trop vite. Alors, dans les 9 techniques, rapidement, vous en avez 2 qui concernent la gamification. La gamification a été abordée. La gamification, c'est l'usage de techniques pédagogiques ludiques sur des domaines qui ne le sont pas au départ. Hein. On parle notamment du PLB, Points, Leaderboards and Badge. Hein. Il existe d'autres choses, mais globalement, ce sont les trois points minimum pour la gamification. Donc là, vous voyez, on a entendu parler d'un business game. Là, c'est un business game. Les étudiants font un business game. Ils sont en compétition autour de la vraie vie, puisqu'ils simulent des vraies entreprises, mais il y a des points, des classements, etc. Vous avez d'autres business games ici qui sont peut-être moins en équipe, qui peuvent se faire en solo. Ce sont tout ce que proposent les simulations Harvard, qui coûtent une blinde. Hein. Mais voilà, donc toutes ces simulations-là, dès que vous mettez en concurrence sur des outils, eh bien, c'est de la simulation gamifiée. Okay. Ensuite, on a toujours dans la gamification ce qu'on appelle les pratiques pédagogiques gamifiées. Dès lors que vous mettez en concurrence vos étudiants et pour certains d'entre vous, vous avez eu des bons points et des images dans les classes primaires ou en maternelle, eh bien c'est ça la gamification, les pratiques pédagogiques gamifiées. Finalement, on pourrait dire que toutes les notes, hein, toutes les évaluations à l'école peuvent être considérées finalement comme des pratiques pédagogiques gamifiées. Oui. Ensuite, on est sur ce qu'on appelle le game-based learning, donc où là le jeu est plus présent, le jeu physique en tant que tel, où vous avez donc ici ce qu'on appelle les serious games éducatifs, puisqu'ils ne sont pas comme la gamification uniquement que pour l'éducation. Mais là, vous avez des jeux qui ont été créés spécifiquement pour répondre à une problématique pédagogique. Donc vous avez une problématique pédagogique, vous souhaitez mettre un jeu pour répondre à cette problématique, c'est ça un serious game. C'est-à-dire que la problématique pédagogique préexiste par rapport au jeu. C'est important parce que vous allez voir, il y a d'autres méthodes après qui, c'est un petit peu l'inverse. Hein. Donc là, vous avez 3 types, des jeux vidéo. Depuis quelques années, avec Julien Alvarez, hein, qui est un petit peu le spécialiste des serious games autour de... en France, on s'est dit, non, c'est pas forcément des jeux vidéo, les serious games. Et donc depuis 2012-2013, tout ça s'est élargi aussi aux jeux physiques. Et donc vous voyez, là, c'est un petit jeu qu'on a créé pour faire découvrir les business model canvas. Donc là, vous avez une problématique pédagogique. Vous concevez un jeu spécifiquement pour répondre à cette problématique pédagogique. Donc c'est ça un serious game. Alors ensuite, c'est le serious gaming. Alors il y a Gabriel, peut-être qu'il voit pas très bien l'image, mais il y a toute son... Ah bah si, tu es là, Gabriel. Voilà. Donc là, le serious gaming, eh bien, le jeu préexiste la problématique pédagogique. Donc on va aller chercher des jeux existants qu'on va amener dans les salles de classe pour permettre de
faciliter l'apprentissage chez les apprenants. Donc là, vous avez des jeux de rôle. Des jeux de rôle, donc là, c'est des jeux de rôle du commerce qu'on achète, qu'on détourne un peu peut-être. Donc là, c'est Pavillon Noir. Et puis ici, c'est Capitaine Sonar, où mes étudiants s'étaient pris une belle raclée par l'association de Gabriel, la Ligue ludique. Voilà, bon. Donc là, les jeux existent. Alors pourquoi intégral ? Parce qu'il va y avoir partiel, mais surtout intégral, ça veut dire que le jeu, on le prend à l'identique, on ne le modifie pas. Les règles du jeu n'empêchent pas, ne contraignent pas l'apprentissage. Contrairement à d'autres dispositifs, on appelle partiel, où là, le jeu ne convient pas tout à fait à ce qu'on a prévu en cours, donc on va le modifier. Alors on va le modifier, mais ça peut être l'éditeur lui-même du jeu qui le modifie. Comme ici, vous avez donc c'est Minecraft. Minecraft quand il était chez Mojang encore, donc c'était Minecraft Edu qu'on appelait, et pas Minecraft Éducation Édition, mais c'est la même chose, la même logique. C'est-à-dire qu'on rajoute des outils pour que finalement l'enseignant, le formateur, eh bien, ça fonctionne mieux dans ses cours. Donc là, vous avez les Lego, ça Useplay, on pourrait en parler, mais là, vous avez donc Minecraft. Pareil, des vrais étudiants. Vous avez un cours ici de gestion de projet sous Minecraft Éducation Édition. Et puis ici, vous avez une découverte du team building avec, alors là, pour le coup, c'est en formation continue avec, donc il n'y a pas que des étudiants. Voilà, donc là, Serious Gaming partiel, le jeu ne convient pas tout à fait, ne permet pas tout à fait de répondre, donc on va modifier ces règles pour que ça fonctionne mieux. Ensuite, on a le Learning by Game Design. Alors, je suis désolé, j'ai gardé le nom en anglais, tout simplement parce il y a des auteurs, notamment au King's College, qui travaillent dessus. Et bon, finalement, autant rester sur leur concept qu'ils ont mis en œuvre, qu'ils ont inventé. Où là, l'idée, c'est de faire concevoir des serious games par les étudiants. Et donc, en concevant des serious games, finalement, ils apprennent eux-mêmes, puisque on n'apprend jamais mieux que quand on doit le transmettre aux autres. Donc là, vous avez des étudiants qui, dans un cours d'organisation et système d'information, ont des thématiques, l'informatique décisionnelle, système d'information, etc., etc. Et donc, ils conçoivent pour leurs camarades un serious game, pour le coup, puisque c'est vraiment un outil qui va permettre de résoudre une problématique pédagogique. Et donc là, vous avez des jeux. Alors, ce qui est remarquable, c'est que c'est des futurs contrôleurs de gestion. Ils ont fait 0 séance de game design. Mais quand je dis 0, c'est 0. Et puis, ils produisent des jeux de qualité. Alors, c'est des prototypes, bien entendu, c'est des images sur des boîtes, etc. Ils produisent des jeux qui sont tout à fait utilisables et dont certains, si on les avait poussés un peu, auraient pu être publiables sans difficulté. Pour ça, 24 heures de travail. Et ça marche. La seule chose qui n'a pas fonctionné, c'est que normalement, ils avaient une limite d'1 heure, c'est-à-dire que le jeu devait être joué par leurs camarades la dernière session en 1 heure, sauf que ça n'a pas marché. Le moindre jeu, c'était 2 ou 3 heures, donc effectivement, en termes de timing, c'était pas terrible. Mais bon, l'idée de concevoir, et donc ils étaient tous devenus très forts dans chaque domaine, mais on n'a pas réussi à faire jouer tous les jeux de tous les camarades. Ensuite, on a la ressource prétexte. Un cours d'introduction en programmation le samedi matin, vous avez personne. Vous dites que ça se fait sur un simulateur de vol, dites que ça se fait sur Java, et le cours est plein. Voilà. Donc, c'est un peu comme en cybersécurité, les hauts népos, c'est-à-dire qu'on attire le pirate en mettant un serveur non protégé. Bon, là, on attire l'étudiant en lui disant, pendant que tu vas apprendre, allez, on va faire un petit peu de simulation de vol ou autre chose. Et là, vous avez effectivement, donc c'est un leurre, mais le jeu est aussi un petit peu là pour ça, pour leurrer. On a vu avec toutes les expériences présentées avant, il y a des leurres cognitifs, et bien on est sur un leurre. Ok. Alors ensuite, vous avez le metagame. Alors voilà, Diane était venue présenter son jeu de rôle autour un petit peu du transhumanisme. Et puis vous voyez les étudiants, lui, il s'ennuie, clairement. Eh bien, pourtant, après le jeu, ils se sont pris d'intérêt sur le domaine du transhumanisme. Et donc, le metagame, c'est ça. C'est l'apprentissage qui va se passer en dehors du jeu. Alors là, c'est très difficile à gérer, contrairement à toutes les autres techniques précédentes où on peut l'intégrer formellement dans les enseignements. Là, c'est beaucoup plus difficile, voire impossible. Mais en tout cas, vous avez des étudiants qui sont un peu forcés pour aller découvrir un jeu, s'ennuient peut-être un peu par le jeu, mais ça cogite, les jeunes.
jeunes ils se disent, bah, finalement. Et donc, Diane avait tellement bien présenté, finalement, l'univers du jeu, que c'est ça que les étudiants ont découvert. Et maintenant encore, 3 ans après, ils nous parlent encore de cette séance de jeu, pas finalement pour la séance de jeu en tant que telle, mais sur l'ouverture de la culture autour du transhumanisme. Ça, c'était intéressant. Pareil ici, vous avez des étudiants qui suivent une option transversale autour de l'aéronautique. Bon, des étudiants qui ont dû prendre cette option, certains parce qu'il n'y avait plus de place ailleurs. Bon, ils viennent, et puis finalement, ils se découvrent, et certains se découvrent un intérêt. Et donc, dans cette classe-là, je l'ai prise en photo, puisque sur les 6 étudiants, il y en a 2 qui sont allés passer qui ont fait ce qu'on appelle le BIA, brevet d'initiation aéronautique, pour apprendre à piloter. Alors que pendant la séance, bon, avec le prof et tout, voilà, bon, il y a eu quand même de l'engagement, on le voit aussi. Mais vous voyez, tout ce qui se passe autour, c'est aussi intéressant, le metagame. Et puis, on a la dernière chose qui concerne là tous les joueurs. Donc, l'apprentissage ludique incident. Alors ça, c'est rigolo, c'est ce que vont apprendre les joueurs en jouant, mais en termes de proto-compétences professionnelles, c'est-à-dire de vraies compétences professionnelles. Et là, vous avez, j'ai mis 2 jeux qu'on a ici, qu'on a à l'école, donc Hacknet et puis Kerbal, mais j'aurais pu vous mettre aussi Minecraft, où on a vu des étudiants qui se sont mis à apprendre des logiciels de gestion extrêmement compliqués comme Microsoft Project. Pour celles et ceux qui connaissent Microsoft Project, bon bah ça ne s'apprend pas tout seul. Eh ben si, parce que pour manager une guilde ou pour manager une équipe, notamment dans World of Warcraft aussi, eh bien les étudiants ou des jeunes se mettent à apprendre des outils qui vont leur servir, mais qui globalement par défaut ils ne seraient pas allés dessus du tout. Voilà. Donc ça aussi, le metagame et l'apprentissage ludique incident, ce sont 2 techniques qui sont difficiles à mettre formellement en cours, alors que toutes les autres précédentes, eh bien, c'est faisable et ça fonctionne plutôt bien. Donc, dans tout ça, ce qui est le fil conducteur de la recherche, c'est ça. Vous savez, on a souvent tendance à éloigner, à reprocher que, bon, bah voilà, il y a des espaces d'apprentissage hors sol, la classe, le transmissif, ce que je fais un petit peu maintenant. On essaye de contextualiser les connaissances. Et puis d'un autre côté, on dit, ouais, il y a les espaces d'apprentissage situés où là, on apprend en faisant, etc. Et ça, c'est le top. C'est le top. Sauf que la surcharge cognitive des étudiants qui sont pas capables de gérer la situation, mais en fait, on se rend compte que c'est pas si le top que ça. Vous savez que si vous mettez tout de suite des étudiants dans un contexte réel, mais ils auront tellement de mal à gérer la situation qu'ils vont rien apprendre non plus. C'est la surcharge cognitive, il n'y a rien de nouveau. Donc, mon travail, moi, en termes de ludopédagogie et de simulation au sens large, c'est d'imaginer un espace intermédiaire, expérimental et décontextualisé. Vous allez voir que cette décontextualisation, on joue dans du Tolkien, on joue dans des univers transhumanistes, etc., pour décontextualiser. Et cette décontextualisation, ça permet de désinhiber les apprenants face au savoir, d'être un peu plus inclusif. Vous avez par exemple dans des cours de management, on se rend compte à la fin d'un Master 2 que des filles, des étudiantes en gestion n'ont jamais pris le rôle de manager malgré tous les projets. Et bien là, elles y vont puisqu'elles ne se sentent pas confrontées à une structure. Vous voyez, je mets à des routines, c'est l'homme qui est le manager, etc. etc. Elles y vont dans des contextes décontextualisés, pour le coup, dans des environnements décontextualisés. Donc c'est là-dessus où on travaille, on l'a vu tout à l'heure, notamment autour de Kolb. Sauf que Kolb, la collègue tout d'abord, elle dit que la dernière séance, elle le met en situation réelle. Nous, la dernière séance, la dernière étape de Kolb, on remet encore dans une session expérimentale pour que l'étudiant qui a appris quelque chose, elle expérimente réellement, sans risque, ce qu'elle a appris. Alors, rapidement, 2 diapos sur le projet. Donc, dans le GameX Lab, on a un projet du team qui se décompose avec des jeux de société, des jeux vidéo, des jeux de rôle et des wargames. On a d'ailleurs remporté un prix PEPS. Je vais juste faire 2 diapos là-dessus pour vous montrer des résultats. Donc, jeux de rôle, des vrais jeux de rôle du commerce. Alors nous, on s'est fixé sur un jeu de rôle générique, qui est le Cypher System, un système de jeu de rôle générique, le Cypher System. Pourquoi ? Parce qu'on en a testé plein et c'est celui-ci qui convenait le plus aux étudiants. Voilà, on l'a testé pour des cours d'anglais, donc L3 gestion des entreprises, L3 informatique et management, et pour un cours de management. Qu'est-ce qu'il en ressort ? Eh bien, déjà,
en avis, en accueil des étudiants, parce que c'est important de savoir aussi, hein. Nous, on se fait plaisir en tant que prof, mais si les étudiants, eux, ils apprennent rien, ou en tout cas, ça les saoule, pas terrible. Donc là, on sait que m'intégrer du jeu de rôle fantastique, héroïque fantasy, science-fiction, il y a un accueil particulièrement fort, positif des étudiants. Mais surtout, regardez, là, des vraies réussites qui ont été mesurées. Sur des cours d'anglais, vous avez de 100 à 300% de plus de production écrite. Bien entendu, la quantité ne présage pas de la qualité. Mais dans un cours de langue, si on ne pratique pas, ben, de toute façon, on ne progresse pas. Donc, il vaut mieux écrire et se tromper. Et là, on a donc 100 à 300% de production écrite de plus, ce qui est juste énorme, en même temps, sur le même temps consacré. Et puis, quand vous faites des jeux de rôle comme ça, où ils sont 5, eh bien, vous avez 6 fois plus de temps de parole par rapport à un cours classique. Donc là, vous mettez des groupes de 5, vous les balancez sur des scénarios ultra simples, des règles ultra simples, et puis c'est parti. Ils se racontent des histoires, et ça marche. Ensuite, pour le Wargames. Alors, donc les Wargames, pareil. Là, on est bien sur des Wargames du commerce et pas des Wargames militaires. Hein. Là, donc vous les achetez chez le commerçant du coin. Et puis là, vous voyez, donc ici, il y a un cours toujours avec la même licence informatique et management. Et puis là, vous avez un M2. On a souhaité mettre aussi un petit peu de master pour voir ce que ça donne. Pour comptabilité, contrôle, audit, un cours de système d'information, gestion de projet en système d'information. Donc là, pareil. En termes de résultats, donc on a mis en place un questionnaire avec une échelle de Likert. L'échelle de Likert, c'est juste que ça va de 1 à X. Puis on regarde combien ça donne. Vous voyez, on s'est appuyé aussi sur un modèle scientifique, le modèle de Kirkpatrick, hein, d'évaluation des apprentissages. Le niveau 1 pour l'instant, un peu 2, pour savoir est-ce que les étudiants étaient satisfaits, est-ce qu'ils pensaient que c'était pertinent pour eux. Plus haut là ? Ah, pardon, parce que là, d'accord. Et est-ce que, surtout, eh bien, il y avait un engagement de la part des étudiants, puisque vous savez que l'engagement fait partie des principaux critères pour faciliter l'apprentissage. La satisfaction, oui, la pertinence, oui, mais c'est vraiment l'engagement actif. Et l'engagement actif, c'est pas forcément c'est aussi ce que vous écoutez. Certains d'entre vous sont plus engagés parce que ça fait des liens avec vous, hein. C'est pas forcément bouger, mais là, pour le coup, il y a un petit peu plus d'action. Alors, là, vous voyez satisfaction 3,4 sur 4, pertinence 3,3 sur 4 et engagement 3,1 sur 4. Alors, on va pas se mettre une balle dans le pied, ce sont des résultats exceptionnels, mais si vous voulez savoir pourquoi il y a 3,1 sur 4, tout simplement parce que pour le groupe des M2, j'avais identifié quelques étudiants qui jouaient le rôle de chercheurs en management des systèmes d'information et je leur avais donné des articles scientifiques à étudier pour analyser le comportement de leurs camarades. Et j'avais mis le niveau beaucoup trop élevé, donc du coup, l'engagement a été un peu moins sur un des groupes, notamment qui jouaient les chercheurs. Voilà. Mais bon, on est quand même sur des résultats qui sont conséquents. Voilà, donc on organise un colloque chaque année qui se passera à Créteil, il est gratuit, donc vous pouvez envoyer vos communications jusqu'au mois de mars. On prend des communications académiques mais aussi professionnelles, tant qu'il y a une problématique à résoudre. Donc il se passera à Créteil les 14 et 15 mai, pardon, et il est gratuit pour les auditeurs, donc vous pourrez venir. Sur les articles, donc hormis celui de JDR Mag dont je vous ai parlé, on a donc 3 articles qui sont en libre téléchargement sur HAL. Donc le premier, bon, sur les wargames, ça parle un petit peu de ce que j'ai montré sur le cours de système de management, pardon. Les jeux de rôle, c'est plutôt sur les langues. Et puis les 9 techniques ludopédagogiques sont présentées dans cet article-là. Apprendre le management autrement. Et il a obtenu le prix du meilleur article théorique de la conférence. Et là, vous avez les 9 techniques qui sont un petit peu plus détaillées si cela vous intéresse. Voilà. Merci à vous. Voilà, donc j'ai envie de vous mettre quelques illustrations de vacances. Pourquoi est-ce que je veux vous parler de vacances? Parce que j'ai une petite question à vous poser, c'est qui est déjà parti en croisière? Lève la main. Aucun croisiériste, 0. Qui a déjà joué à des jeux de société pendant ses vacances? Ça va. Qui a déjà joué à des jeux de société pendant ses vacances avec des gens qu'il ne connaît pas du tout? Un tout petit peu moins.
Eh bien, ce que j'ai envie de vous présenter comme projet, c'est un projet élaboré par et pour les geeks. Parce que c'est parti d'une petite idée un peu folle d'un ami à moi qui s'appelle Cédric Boucher et qui est aujourd'hui PDG donc, d'une start-up dont je vais vous parler. Il s'est dit, écoute, moi j'adore partir en croisière, j'ai le pied marin, ma famille m'ont habitué à faire du bateau et j'ai remarqué que quand je suis sur un bateau et que je veux jouer avec les copains, je suis pas forcément avec des gens qui ont envie de jouer à des jeux de société avec moi. Quand je pars en vacances, je ne croise pas tous les jours des gens qui ont envie de partager ma passion qui est le jeu. Pourquoi pas créer des vacances pour les gens qui ont envie de partir en voyage et qui partagent également cette même passion qui est le jeu. Donc c'est comme ça qu'est né le projet Captain Meeple. Meeple, ça veut dire pion en anglais. Donc les pions, ces petits pions qu'on déplace finalement sur des plateaux de jeux de société. Et j'ai envie de vous dire, la ludothèque de jeux de société n'est pas la seule activité que propose cette entreprise sur un bateau quand on part en vacances, parce que finalement on a aussi besoin de visiter les villes. L'idée c'est pas de rester bloqué sur son bateau, donc on propose aussi des jeux de piste, etc. Donc énormément de services. Donc là je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc, quel est ce bateau? C'est un énorme bateau qui a largement de quoi vous occuper 24 heures sur 24. Puisqu'il s'agit d'un navire de la compagnie de Costa Croisière, qui est le dernier navire ayant été mis à l'eau. Il fonctionne au GNL, donc au gaz naturel liquide, il ne produit pas de fuel, et il a décidé d'accepter donc d'accueillir ces croisières pour geeks qui vont faire un petit peu le tour de la Méditerranée, puisque c'est économiquement plus abordable que si on partait dans les Caraïbes, et en même temps ça propose aussi un voyage à travers des villes et avec des personnes tout à fait sympathiques qu'on a recrutées avec nous. Donc c'est des fans de jeux. Donc Cédric, président fondateur, écume un petit peu les salons avec les membres d'équipe Captain Meeple pour se faire connaître depuis fin 2018. On a fait la première croisière en mars 2019 avec plus de 400 passagers à bord. Et enfin, on avait à bord avec nous donc des jurys, des professionnels du jeu pour animer les différentes activités ludiques. Qu'est-ce qu'on propose aussi sur ce bateau? Bien évidemment des jeux de société, j'en ai parlé. Mais aussi donc des carnets de voyage qui permettent de visiter chaque ville escale, des activités pour les enfants, des activités plus classiques à bord pour les gens qui ont envie de faire une pause jeu, parce qu'on parfois on n'a pas forcément envie de jouer sans interruption non plus. Et donc, pour les personnes qui ont envie de prendre un petit peu de soleil, on part de Marseille le premier jour, donc la croisière dure 7 jours. Enfin 8 jours en comptant le premier jour d'arrivée, le premier jour de départ. Donc on fait vraiment le tour de la Méditerranée. On part de Marseille, on traverse Barcelone, ensuite Palma, Palerme, Savone et Rome. Enfin, je ne vais pas dire les villes dans le bon ordre, mais c'est pas très grave là tout de suite. Et ça permet donc de participer aussi à des enquêtes sur le terrain pour à la fois comprendre la culture locale et le patrimoine, tout en résolvant des énigmes de type jeu de piste. À bord, donc, on a de très très grands espaces, puisque sur un bateau, lorsque les passagers descendent aux escales, toutes les salles du bateau se retrouvent vides, ce qui permet donc de avoir accès à une bibliothèque en partenariat avec l'association Réel, dont voici les membres, qui nous ont fourni plus de 400 boîtes de jeux de société différents, donc des jeux différents qui ont permis vraiment de satisfaire tout le monde, mais aussi des jeux offerts par des éditeurs, donc des nouveautés qui sont venus nourrir cette bibliothèque de jeux de référence incontournables. On a aussi des jeux pour les joueurs aguerris, j'ai envie de dire, des jeux de stratégie, de plateau qui peuvent durer plus 3-4 heures pour vraiment les personnes qui ont l'habitude de jouer aux jeux de figurines ou au wargame, dont parlait Philippe tout à l'heure d'ailleurs, mais aussi des jeux de cartes et des tournois comme Magic ou encore des jeux de rôle grandeur nature et des murder parties scénarisés dans des espaces dédiés. Et enfin, il faut faire la fête quand on part en vacances. Donc, on a fait venir des groupes de musique comme le Naël Band
Et un groupe celtique pirate qui m'échappe là tout de suite, mais 4 pièces de 8, pardon, qui sont venus donc toute la semaine à bord de la croisière pour pour proposer des activités interactives et ludiques, de la danse, des chants, des quiz, etc. Et bien sûr, comme on est des fans de jeux, on s'est lancé dans une création de jeu à l'occasion de cette première croisière. Donc on a conçu un jeu de société de A à Z grâce à la team Kaedama, composée par donc des professionnels, bien sûr, game designers, Antoine Boza, Théo Rivière, Corentin Lebras et Ludovic Maublanc, illustré par Vianney Carvalho. Donc c'est un jeu qui consiste en fait, c'est un jeu légèrement simulationniste qui sert à gérer en fait des passagers à bord d'un bateau qui ont chacun des desiderata différents, et donc il va falloir pallier à leurs petites exigences pour pouvoir remporter le jeu. Aujourd'hui, beaucoup de JDR autour de nous, donc parlons JDR. On a aussi créé une campagne de JDR sur table durant toute la croisière. Donc c'est vraiment une campagne qui permet de faire une parallèle avec les vraies villes escales dans lesquelles le bateau va s'arrêter. Donc c'est une idée originale de Dan Vétillard et de Tristan Lhomme. Complétée par Philippe Morino, Frédéric Meurin et Christophe Pichon, qui sont les auteurs de ce jeu de rôle. Et donc le système sur lequel on s'est basé, on l'a pas inventé, c'est le système de Chill édité par Aka Games. Alors c'est une campagne qui fait le tour de la Méditerranée. Donc chaque jour, on va s'arrêter dans une ville escale et vivre une aventure dont le pitch est vous avez un proche qui a été embarqué par une secte, et donc vous poursuivez cette secte pour récupérer donc votre proche qui s'est laissé embarquer, et donc vous partez dans une grande course-poursuite autour de la Méditerranée. Donc c'est assez immersif puisque quand on descend aux escales, on pense à cette campagne et on va récolter quelques indices qui viendront nourrir bien sûr le scénario en lui-même le soir lors de la table avec le maître du jeu. Et ensuite, on a des concours de jeux, de création de jeux pour initier les passagers et les invités à la création de jeux de société. On a eu de très 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 bonnes surprises avec des passagers qui n'avaient jamais créé de jeu, mais avec cet engouement mutuel, ils nous ont fait des jeux qui auraient même pu être développés encore plus pour être édités, sachant que il avait été chapeauté par un jury dont Bruno Catala, qui est lui-même très réputé dans le monde de la création de jeux, avait approuvé aussi cet engouement et cette qualité de résultat. Pour reparler des carnets de jeux de piste à terre, donc on a créé un plan non connecté à Internet. C'est vraiment pas besoin d'avoir un Google Maps pour se balader en ville. Tout était vraiment noté à l'ancienne sur une carte au trésor et chaque point d'intérêt de la ville était scénarisé à travers une énigme qui permettait d'en connaître sur l'histoire de la ville, la culture, le patrimoine local, et donc de faire tout le tour à notre rythme gratuitement avec ce petit carnet distribué gratuitement aux passagers, de faire le tour de la ville escale avec sa famille, entre amis, et faire les énigmes de son choix, ou juste visiter les lieux si on n'avait pas envie de faire les énigmes, mais qui permettait d'être complètement autonome sur la visite de chaque ville. En escale, on proposait aussi une sélection d'escape games dans chaque ville. On avait fait attention que ça soit au moins en anglais, parce que c'était un peu compliqué d'avoir en espagnol ou en italien. Mais on avait réussi même à faire un partenariat avec une escape game, notamment à Barcelone, où ils ont fait venir des animateurs en français, donc c'était très sympa. Et les joueurs étaient très contents, puisque en complément de leur petit carnet de jeux de piste, ils ont pu aussi faire le tour des escape games dans chaque ville escale. Donc voilà une petite photo que j'aime beaucoup, c'est la photo qu'on a fait à la fin de la croisière où les gens ont essayé de faire un petit poulpe, notre petite mascotte, pour la photo souvenir. Donc ils ont tous le sourire, ils sont vraiment très contents, c'était le dernier jour de leur croisière. En tout cas, on en organise 2 autres parce qu'elles ont vraiment bien marché. Une spéciale famille où il y aura beaucoup plus d'animation pour les enfants avec une garderie spéciale avec des animateurs dédiés. Ça sera du 25 octobre au 1 novembre 2020. Les inscriptions, bien évidemment, sont ouvertes. Vous pouvez déjà réserver sur le site Capitaine Meeple.
Et une croisière pour, entre guillemets, joueurs experts, où voilà, ça va être vraiment à la suite. Hein. Donc nous, les équipes, on va pas bouger du bateau, et c'est juste les gens qui vont se croiser. Deuxième semaine, donc du 1 au 8 novembre. Alors je vous rassure, on a fait une croisière test au mois de novembre, il fait pas froid. Vraiment, il y a du soleil, on était en t-shirt, voilà, je précise. Donc on proposera, je répète, jeux de rôle sur table, jeux de société, jeux concours, tournois, grandeur nature, escape game, jeux de piste, quelques excursions et défis dédiés. On est les seuls au monde à faire ça aujourd'hui. Il y a eu des croisières qui ont un peu ressemblé aux États-Unis, mais c'était qu'un programme de jeux de société. On est les seuls au monde à faire ça aujourd'hui. Et voilà, donc on a ouvert en fin 2018, première croisière 2019, et là 2020, on enchaîne, voilà, avec le même circuit que l'année dernière, mais sur un bateau différent, parce que l'année dernière on était sur le Costa Costa Diadema, pardon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à vos prochaines vacances? Est-ce qu'on apprend à fabriquer la petite pieuvre au crochet? Oui, c'est possible. Il y en a qui ont tricoté sur les transats au soleil et qui ont donné des cours. Voilà, mais c'est vrai que c'est possible. Il suffit de demander. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour cette conférence qui se clôture tout de suite. Et puis, à une prochaine.